opérations de l'Assemblée. Industrial, c'est notre version mondiale syndicale pour l'industrie qui a été créée l'année passée à Copenhague. Et à ce moment, l'ancien syndicat mondial ISEM pour les mines de l'énergie et les chimies, ils avaient déjà sur le terrain un projet pour la lutte contre le travail précaire, les agences d'embauche, des intérims. Et le Congrès a unanimement décidé l'année passée de garder ce projet pour cette nouvelle organisation. Face au constat alarmant de la situation du travail précaire au Togo, la réponse des syndicats togolais et de leurs partenaires est le plaidoyer pour donner aux travailleurs du secteur industriel une voix au chapitre dans le dialogue social. Ce programme consiste maintenant à faire du lobbying, un plaidoyer auprès des responsables des sociétés pour les amener à élaborer vraiment des contrats de travail en bonne uniforme avec les salariés. Ne plus recruter anarchique, des salaires de misère, ne plus renvoyer les travailleurs comme on veut. Maintenant, il faut demander à ces gens-là de travailler avec le Code du travail togolais et les conventions collectives interprofessionnelles et même les conventions sectorielles que nous avons signées. Quand tu as la possibilité d'installer un dialogue social où tous les partenaires sont dedans, ça veut dire les employeurs, les travailleurs, mais aussi les pouvoirs publics, avec un dialogue social, tu peux créer des conventions, des accords entre parties pour avoir une répartition des plus-values de ce que nous faisons dans une économie. Cet atelier fonde sa pertinence dans le contexte actuel de la globalisation de l'économie qui crée une pression sur les conditions de travail à travers le monde. Pour les syndicats réunis au sein de l'Industrial Global Union, la solidarité Nord-Sud est la clé de voûte et le moteur du rééquilibrage des conditions des travailleurs. D'une rencontre à une autre, nous parlons cette fois de la lutte contre la déforestation. Quelle stratégie faut-il mettre en œuvre pour réduire les émissions dues à ce phénomène? Plusieurs acteurs du domaine de l'environnement tentent de trouver quelques pistes de solutions. Leurs travaux ont pour finalité de valider un document stratégique à soumettre aux partenaires. Roger Aménian. Pour les participants à cet atelier, il est question de donner au Togo la chance d'être sélectionné parmi les 5 pays sur 17, lesquels seront financés par les partenaires en vue de lutter efficacement contre la déforestation. À ce propos, un document sera étudié, amendé et validé. Un document qui contient plusieurs axes. Le premier axe stratégique concerne le développement et l'extension du couvert forestier. Donc, en termes de toutes les actions que nous allons mettre pour augmenter la couverture forestière, vous savez que le Togo a 7% de couverture aujourd'hui. Nous ambitionnons d'ici 2050 avoir 30%. Le deuxième axe vise à lutter contre les grandes causes de la déforestation, le feu de agricole. Et enfin, le troisième axe qui vise à réduire donc la pauvreté, à faire en sorte que la forêt contribue à l'économie nationale à travers les activités génératrices de revenus qui peuvent être faites au bénéfice des populations autour des forêts. Selon des statistiques, 20% des émissions de carbone au monde sont dues à la déforestation, alors que d'autres statistiques prouvent l'énorme contribution des forêts à l'essor de l'économie nationale. Au-delà de l'absorption de carbone, la forêt apporte bien d'autres bénéfices dans plusieurs domaines tels que l'économie, l'emploi, l'environnement en termes de biodiversité et de qualité de l'air ainsi que de l'eau. Cette forêt apporte aussi des avantages en termes de régulation du climat, de lutte contre l'érosion, sans oublier toutes les dimensions paysagères, sociales, culturelles. Selon la direction de l'économie, la valeur ajoutée du secteur foresterie et pêche est passée de 38,9 milliards CFA en 2002 à 58,2 milliards de francs CFA en 2012. Cette contribution représente une part relative de 3% du PIB à prix constant. L'étude diagnostique
réalisé avec l'appui de la FAO, a montré que le secteur forestier génère annuellement environ 1000 emplois permanents. Cette étude souligne aussi que plus de 850 000 personnes interviennent activement dans la commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux au Togo. Le document, qui sera validé à l'issue des 48 heures de travaux, sera présenté le 31 juillet au comité des partenaires financiers. Le Togo est depuis samedi dernier entré en campagne électorale pour des élections législatives. En cette période, de formation réunir plusieurs participants sur le sujet. Les participants à ce séminaire sont venus uniquement à l'école du changement de mentalité, des comportements nouveaux, mais d'une approche complètement différente. Durant 2 jours, ils devront échanger sur le leadership et l'art de la gestion des crises, notion à laquelle la conduite des participants de la démocratie et développement l'OCDE. En pleine période électorale, il faut penser autrement et agir autrement. C'est quand nous arrivons à courir. Aujourd'hui, la particularité, c'est d'affiner la prise de conscience nationale, à savoir gérer la crise avant la crise. Nous allons former, disons, des leaders d'opinion, des leaders d'enfants, des leaders de partis politiques, partager avec eux des connaissances, des formations sur le module, notamment par exemple le développement personnel. Ensuite, là, les stratégies de gestion de crise et aussi comment prévenir les crises avant que la crise ne survienne. Et nous avons au cours de ces formations aussi des modules pour vous, les acteurs de médias, parce que généralement, les crises s'amplifient négativement parce qu'il n'y a pas une communication de crise avérée. Les journalistes n'ont pas reçu souvent les formations en matière de gestion de crise et donc ces formations sont réservées aussi pour les journalistes dans l'après-midi des 2 jours. L'occasion pour l'OCDE devra permettre au Togo de passer le cap de la période électorale dans la paix, la cohésion et l'unité nationale. Les échanges prennent fin ce mardi. Du 14 au 19 août prochain, le Togo participera à la 2e édition de la CAN de Maracana à Cotonou au Bénin. L'information était ce lundi au cœur d'une conférence de presse à Lomé. Vainqueur de la première édition, le Togo entend rééditer l'exploit avec 2 équipes à Boulinabaki. Par cette sortie médiatique, les membres de la Fédération togolaise de Maracana, FETOMA, ont fait état des lieux de préparatifs de la participation du Togo à la 2e édition de la CAN de Maracana. Détenteur du trophée de la première édition, le Togo va défendre son titre du 14 au 19 août 2013 à Cotonou, au Bénin. Et à cette 2e édition, le Togo prend part avec 2 équipes. Aujourd'hui, nous avons une équipe senior qui est d'âge de 35 ans à 45 ans, une équipe vétéran qui est de 45 ans et plus. Donc nous évoluons dans ces 2 disciplines et c'est avec ces 2 disciplines que nous avons été en Côte d'Ivoire l'année dernière, où les seniors étaient champions d'Afrique et les vétérans sont vice-champions. Donc nous retournons au Bénin encore cette fois-ci avec ces 2 mêmes équipes nationales. Pour que nous puissions encore pour la 2e fois aller au Bénin et revenir conquérants, en ramenant encore notre trophée que nous avons déjà reçu à Yamoussoukro il y a 1 an. À partir de chaque week-end, maintenant, nous aurons les tournois avec toutes les équipes de Maracana pour hausser le niveau de ces 2 équipes nationales pour pouvoir répondre vraiment physiquement, techniquement et tactiquement aux attentes du staff technique et de tout le public togolais. Pour plus de visibilité, les membres de FETOMA ont installé les ligues et clubs de Maracana sur toute l'étendue du territoire national. Salut les vacances et voici un événement qui devra intéresser beaucoup qui rêvent d'embrasser une carrière musicale. C'est le concours de chansons intitulé Talent d'Or. C'est une initiative de l'agence Visual Communication inscrite dans le cadre de la promotion culturelle au Togo. Cassandra Anaouli, Aménassignon. Ma prière de Almok pour lancer officiellement le concours de la chanson Talent d'Or première édition. Une initiative de Visual Communication qui ambitionne de permettre aux underground de réaliser leur rêve, celui d'être les futures stars de la musique togolaise. Ce concours va permettre aux jeunes de moins de 25 ans de révéler leurs talents cachés dans le domaine musical. Nous voulons mettre en valeur nos jeunes frères qui font beaucoup de choses, mais qui ne sont pas visibles. Si à travers cette initiative, on fait en sorte que nos talents soient découverts par toute la population.
Talon d'Or est un concours de la chanson qui veut encourager la culture de l'excellence de tous les acteurs qui voudraient devenir de véritables artistes professionnels de la chanson. Un concours qui s'étend également au groupe de chorale. En parallèle de cette catégorie jeunes talents, moins de 25 ans, on fera aussi un concours pour les chorales togolais, c'est-à-dire sur écoute de leurs prestations, et qui vont participer directement à la grande finale. Papa Vicky Vincent, parrain de cette première édition, salue cette initiative. L'idée est déjà très bien. Même le projet, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour encourager ou bien pour aider les artistes qui viennent. Le départ aussi un peu. Peut-être ils ont besoin plus de conseils, ils ont besoin plus de repères aussi. La sélection des candidats est prévue du 8 au 31 juillet. Le concours est destiné à tous les genres musicaux. Il n'y a pas de catégorie imposée. La suite de cette édition avec ce communiqué de la compagnie énergie électrique du Togo qui dit ce qui suit. Il nous a été donné de constater que certaines de nos entreprises sous-traitantes n'utilisent pas les matériels et équipements exigés par les standards et normes pour la réalisation des ouvrages électriques. Cette situation déséquilibre le réseau, engendre des pertes en ligne et accroît considérablement le coût d'exploitation de la SOET. La SOET rappelle aux entreprises sous-traitantes que l'arrêté ministériel du 8 février 2012 portant approbation du règlement technique de distribution de l'énergie électrique au Togo lui impose l'agrément des prestataires pour tous travaux de sous-traitance. La SOET appelle donc au sens civique et à la responsabilité citoyenne des entreprises pour que les ouvrages demandés soient réalisés dans les normes requises afin d'assurer la sécurité et la performance du réseau et de maintenir la continuité du service à la clientèle. Le non-respect de cette disposition obligerait la SOET à retirer ces entreprises indélicates du processus d'agrément en cours. La SOET compte sur la collaboration de tous pour le respect scrupuleux de cette démarche qualité dans la réalisation des travaux. L'actualité à l'étranger, l'Égypte au bord de la guerre civile. 5 jours après la chute du président Mohamed Morsi, les frères musulmans ne décolèrent toujours pas. La situation dans le pays est quasi insurrectionnelle. Une manifestation des partisans de l'ancien président a été durement réprimée ce lundi. Bilan, une quarantaine de morts. Plusieurs dizaines de morts de plus à l'aube ce lundi entre pro et anti-Morsi. Voilà ce dont on est sûr. Pour ce qui est de la reconstitution des événements et de qui a tiré, la plus grande prudence s'impose. Pour l'armée qui livre ces images que la télévision d'État diffuse, ce sont des terroristes qui ont tiré à balles réelles là où étaient rassemblés les pro-Morsi. Des terroristes qui ont tenté, dit-elle, de prendre d'assaut le bâtiment de la garde républicaine où le président évincé est assigné à résidence. Et les militaires aussi ont été visés par des tirs et par des jets d'objets vers 4 h du matin, poursuit l'armée. Ces images sont données en preuve à la presse. Mais du côté des frères musulmans, une toute autre version est donnée. C'est bien l'armée qui a tiré. C'est une journée noire dans l'histoire de l'armée. Quand bien même ils essaieraient de dire le contraire, ça restera une honte. Ils ont tué des Égyptiens à l'arme automatique. Et les pro-Morsi l'assurent, leur lutte pour le retour du président légitime se poursuit. Je pense que l'armée essaye soit de nous engager dans une spirale de violence, soit de nous faire dégager de la rue. Mais notre cause est juste. Il y a eu un coup d'État militaire et nous allons nous battre, même si nous devons y laisser nos vies. Sur les réseaux sociaux, les frères musulmans appellent au soulèvement populaire contre ceux qui essaient de leur voler la révolution avec des tanks. Ils appellent la communauté internationale à intervenir pour éviter d'autres massacres et une situation à la syrienne. Ce qui est sûr, c'est que la situation s'est terriblement dégradée en moins d'une semaine. Les salafistes du parti Nour, qui s'étaient ralliés à l'armée, parlent d'un massacre et se retirent des négociations pour la formation d'un gouvernement. Le grand imam d'Al-Azhar, autorité du monde sunnite, qui lui aussi s'était rallié à l'armée, annonce qu'il se met en retraite jusqu'à la fin des violences. L'Égypte est à bout de nerfs et plus polarisée. Vive émotion au Canada au lendemain de l'accident d'un train transportant du pétrole à Lac-Mégantic. 5 personnes sont mortes, mais impossible de les identifier. Le site du drame est inaccessible aux enquêteurs. Une quarantaine d'habitants sont toujours portés disparus. Après 2 jours de lutte acharnée, les pompiers ont enfin éteint les flammes.
Aux abords, dans ce qu'il reste encore intact de la ville de Lac-Mégantic, par centaines, les rescapés viennent observer la scène, abasourdis. On habite près des voies, là où ça a pris feu. Alors on ne peut pas rentrer chez nous. On ne sait même pas si on va pouvoir rentrer chez nous. Malgré l'extinction des flammes, la zone est toujours interdite d'accès par mesure de précaution. Le feu n'est pas entièrement sous contrôle. Nous infiltrons de l'eau dans les citernes car nous pensons qu'il y a encore trop de pression à l'intérieur et cela pourrait être dangereux. Et il faudra encore des jours avant que le site ne soit accessible, car le train transportait plusieurs millions de litres de pétrole brut. De l'essence en feu qui s'est propagée vendredi soir via les égouts dans les rues de la ville, provoquant le plus gros incendie que le Québec ait jamais connu. Ce matin, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Aux abords de l'hôpital, l'inquiétude grandit. 5 de nos amis ont disparu. Mon employé a disparu. Il était dans un bar avec sa femme vendredi soir et depuis, personne ne l'a vu. Ce matin, ni la population ni les enquêteurs ne comprennent encore comment un convoi aussi dangereux a pu rouler sans conducteur pendant 10 km. Les habitants, eux, accusent la compagnie de chemin de fer. Pour économiser de l'argent, ils mettent personnel sur le train, c'est des trains mal entretenus, c'est des voies ferrées mal entretenues. Il y a plusieurs plaintes qui ont été faites, tout a toujours été étouffé, excusez, mais c'est des criminels. Avec la fin de l'incendie, une partie des 2000 personnes évacuées ont pu regagner leur domicile. Les enquêteurs espèrent pouvoir se rendre au plus vite au cœur de la catastrophe, sur ce qu'ils considèrent comme une scène de crime. Le pape François sur l'île de Lampedusa, le souverain pontife est allé se recueillir à cet endroit devenu porte d'entrée en Europe des migrants partis d'Afrique. C'est à bord d'un bateau que le chef de l'Église catholique a fait le déplacement pour prier pour ces hommes et femmes morts durant leur traversée. Une visite aussi exceptionnelle qu'attendue. C'est à bord de ce bateau que le pape François est arrivé ce matin à Lampedusa. Une visite sobre à son image, en gage de solidarité avec les migrants africains. Mais aussi un geste symbolique, une couronne de fleurs lancée à la mer à la mémoire des centaines de victimes qui ont péri en tentant de traverser la Méditerranée. Une fois sur terre, le souverain pontife s'est entretenu avec des migrants africains. 10 000 personnes étaient présentes pour accueillir le pape François et assister à la messe en plein air. Une messe sans langue de bois où il dénonce l'indifférence du monde face au sort des migrants. La culture du bien-être qui nous empêche de penser à nos hôtes nous rend insensibles aux cris d'autrui. Cela aboutit à une globalisation de l'indifférence. L'île de Lampedusa est plus proche des côtes nord-africaines que de la Sicile. Elle est une des portes d'entrée de l'Europe. 166 migrants ont encore été secourus juste avant l'arrivée du pape. C'est la première visite officielle en dehors de Rome pour celui qui a placé les pauvres et les déshérités au centre de ses préoccupations. Il espère ainsi réveiller les consciences. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de nos programmes. Du secrétaire général adjoint de la région, M. Tini Djibo, et des autorités administratives, communales et coutumières. Entre autres objectifs assignés à ce déplacement de son Excellence El Hadji Zanna Oumar Mustafa, à un moment où l'action des insurgés terroristes de la secte Boko Haram a provoqué un mouvement de population en direction du Niger, rencontrer ses concitoyens à l'effet de les rassurer de l'accalmie retrouvée
mais aussi et surtout les entretenir des dispositions prises par l'État de Borno afin d'assurer leur retour rapide au Bercail. La rencontre tenue samedi dernier au niveau de la mairie de Bosso a été l'occasion pour le secrétaire régional de la région de Difa, M. Hassan Ardou Ido, peu après le discours de bienvenue du maire et celui du secrétaire régional de la préfecture de Bosso,